Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par le MAPAC en collaboration avec le Club BioAction, partenaire du groupe Pleine Terre, le Centre d'études des coûts de production en agriculture, le CECPA, et le Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité, le CETAB. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Geneviève Legault, je suis agronome et conseillère en horticulture maraîchère à la direction régionale de l'Estrie du MAPAC. Aujourd'hui, je vais agir à titre d'animatrice du webinaire. Je suis accompagnée de mon collègue Julien Venn, qui est agronome conseiller en production végétale biologique à la direction régionale de l'Outaouais du MAPAC. Julien sera responsable de la section clavardage ainsi que de des périodes de questions. Aujourd'hui, notre webinaire présente les résultats d'une étude technico-économique des fermes maraîchères biologiques effectuée en 2025. Cette étude a permis de récolter de l'information sur les rendements, le temps de travail, les coûts de production, les coûts de plusieurs modèles d'entreprises maraîchères. Les faits saillants de l'étude ainsi que les coûts de production pour le brocoli, la carotte, le haricot, l'oignon et la tomate seront présentés, ainsi que des perspectives d'amélioration de la santé financière des entreprises du secteur. Donc, sans plus tarder, j'invite Mme Ariane Otis-Lapérière et Monsieur Marc-Antoine Larrivé à ouvrir leur caméra et à partager leur présentation. Donc, je les présente. Ariane Otis-Lapérière est agronome et ingénieure. Elle est conseillère technique aux entreprises maraîchères, membre du Club BioAction, qui est partenaire du groupe Pleine Terre. Ce club a piloté le projet d'études technico-économiques en 2025 afin d'outiller les producteurs maraîchers. Marc-Antoine Oui, Larrivé est économiste principal et chargé de projet au Centre d'études sur les coûts de production en agriculture, le CECPA. Marc-Antoine cumule de l'expérience dans une multitude de secteurs bioalimentaires et il est collaborateur de plusieurs centres de recherche. Ariane et Marc-Antoine vous présenteront la démarche et la méthodologie de l'étude technico-économique réalisée sur différents modèles d'entreprises cultivant des légumes biologiques diversifiés. Donc, à vous la parole. oui, bonjour à tous. Donc ici Ariane Otis-Lapérière, ingénieure agronome au Club BioAction, partenaire du groupe Pleine Terre. Donc, et je vais partager ma présentation aussi avec Marc-Antoine Larrivé, agronome du SECPA. Donc, comme nous a si bien présenté Geneviève, là, on va introduire le webinaire aujourd'hui. Donc, la grande question du jour, coût de production de légumes en maraîchage diversifié, où en sommes-nous? C'est une question qui nous a beaucoup occupés en 2025 au travers des différents partenaires. Puis c'est une question qu'on s'est posée initialement au Club BioAction parce qu'on a commencé à observer plusieurs choses là, auprès de notre clientèle, donc le secteur maraîcher biodiversifié de proximité. Donc, comme vous le savez, c'est un secteur qui est sous pression. Les coûts sont en hausse, les défis de main-d'œuvre sont majeurs. Il y a plusieurs modes de mise en marché qui sont en changement, puis les producteurs sont en général très fatigués. En réponse à ça, on s'est dit qu'il fallait qu'on creuse un peu plus le sujet. Puis de là, est né dans notre esprit le fait de développer une étude sur les coûts de production des légumes. Donc, en faisant cette réflexion-là, on a par contre décelé plusieurs défis pour ce genre d'études, comme les systèmes de production qui sont très variés, des données technico-économiques qui sont limitées. Il y a eu un travail par le passé qui a été effectué par le CETAM, mais qu'il fallait mettre à jour étant donné que ça avait été fait avant la pandémie. Puis, il y a aussi un pic de travail estival dans le milieu qui fait en sorte que les producteurs agricoles sont moins disponibles à une certaine période de l'année pour se poser ces questions-là. Donc, de là est née l'idée de faire un portrait des indicateurs agroéconomiques en production de légumes diversifiés de proximité. L'objectif général du projet, c'est de contribuer à améliorer la prise de décision et la performance des fermes maraîchères. Les sous-objectifs étant de consolider, analyser les données, identifier les charges et le temps de travail par culture, définir les indicateurs agroéconomiques et d'efficacité. Donc, ça a été une approche, je le dis d'emblée, collaborative avec différents partenaires que vous voyez à l'écran, donc le SECPA, le CETAM, le Club BioAction, le groupe Pleine Terre, le gouvernement du Québec et l'Association des producteurs maraîchers du Québec. Donc, c'est un projet qui a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme de développement territorial et sectoriel 2023-2026. Donc, le projet a porté sur la collecte de données de différentes fermes, 15 entreprises au total, aléatoires et volontaires.
donc 10 au modèle semi-mécanisé et 5 en régie intensive. Donc, définissons ici régie intensive et semi-mécanisée. La régie semi-intensive, ce sont des fermes qui sont sur de petites surfaces, donc 0,4 hectares en moyenne de l'échantillon étudié, où on utilise le motoculteur. Les planches sont de 30 pouces, donc environ 4 pieds centre à centre. Les espacements sont serrés et les successions sont rapides. Dans le semi-mécanisé, les surfaces sont plus grandes. Donc, on parle dans la moyenne de l'échantillon de 4,22 hectares. On utilise le tracteur et les planches font 5 pieds à 6 pieds de centre à centre. La mécanisation est partielle, parfois totale. La collecte de données a été répartie là, sur une grande portion géographique du Québec. Comme dans le fond, ici, vous voyez la liste des différentes régions là, où les fermes participantes sont situées. Donc, Laurentides, Lanaudière, Mauricie, Montérégie, Estrie, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Centre du Québec. Le recrutement puis le suivi des entreprises a été fait par les conseillers, conseillères du MAPAC et du Club BioAction. Puis les cultures en champ qui ont été étudiées sont la carotte, le brocoli, la tomate tutorée, le haricot et l'oignon. Je vais faire une petite parenthèse ici sur la tomate tutorée. Donc, c'est spécifiquement les tomates tutorées en champ ou en tunnel, cerises grosses, petites. Donc, on exclut ici toutes les tomates de serre et les tomates non tutorées. Je vais passer la parole à mon collègue Marc-Antoine pour parler plus en détail là, de la collecte de données en tant que telle. Parfait. Merci beaucoup, Ariane. Bonjour à tous. Donc, au niveau de la collecte de données, donc Ariane l'a déjà mentionné, il y avait les conseillers, les producteurs qui mettaient la main à la porte là, pour aller chercher le plus d'informations possible sur les entreprises. Puis après ça, ben, le CCPA, nous, on a pris une partie de ces données-là qui était plus technique, agronomique au niveau du temps. Puis après ça, on a rajouté de l'information économique là, fournie par les entreprises. Si vous voyez à gauche, là, on a les différentes étapes un petit peu de la collecte de données. Donc, le premier élément qu'on a fait, c'est une rencontre pré-saison. Avant le début de la saison avec les conseillers, les producteurs. Donc, on allait chercher de l'information générale pour savoir, bon, à peu près la saison va avoir de l'air de quoi. On déterminait les superficies, quels légumes les entreprises voulaient suivre. Elles n'étaient pas obligées de suivre l'ensemble des légumes. Puis, on les préparait avec leurs conseillers à la prise de données qui allait être nécessaire. On peut passer à la suivante. Ouais. Donc, après ça, on avait quelques documents là, qui étaient un petit peu les pierres angulaires de la collecte de données. Donc, le premier, c'est le registre de temps. On le sait, la production maraîchère, c'est très, très, très demandant en temps. Donc, si on veut avoir un coût de production qui se tient, qui est cohérent, bien, on a besoin de données de temps précises. Donc, on avait divisé le temps en des tâches de production. Donc, si vous regardez le tableau à gauche, on a différentes tâches de production. Donc, production de transplant, préparation de sol, semis, implantation, entretien de culture, récolte et post-récolte. Donc, pour les heures de production, on cherchait à avoir des heures pour chacun des légumes étudiés. Fait que ça, c'est un peu le tableau résumé qu'on voulait obtenir. Mais après ça, il existait plein de stratégies au niveau des entreprises pour être capable d'aller chercher ces heures-là par légume. Puis ensuite de ça, on avait des tâches qui étaient plus générales. Donc, on parle de la gestion globale de l'entreprise, tout ce qui est mise en marché, donc vente, livraison, l'entretien mécanique, là, plus pour le semi-mécanisé, puis l'entretien des bâtiments. Ça, c'était ce qu'on allait chercher pour le registre de temps. Ensuite de ça, on avait tout ce qui était registre de vente. Donc, même chose, les entreprises ont différentes méthodes pour faire leur suivi des ventes. Mais nous, ce qu'on cherchait principalement à obtenir, c'était le poids total de ce qui avait été vendu, puis les revenus de ce qui avait été obtenu là, pour chacun des légumes visés. Il y avait une section où est-ce qu'on voulait tenter d'identifier tout ce qui avait été déclassé. Finalement, ça n'a pas très bien fonctionné. Donc, dans les données qu'on a, là, ça inclut d'une certaine manière le risque de perte. Donc, ça veut dire si jamais il y a des pertes au champ et tout, c'est inclus dans les superficies, dans les rendements. Sinon, on cherchait aussi à identifier c'est quoi les différents canaux de mise en marché. Donc, on le voit en bas, là, on a marché avec les ventes totales pour l'année 2025. Donc, on avait divisé selon différents secteurs de mise en marché, que ce soit des marchés, plus des paniers, des abonnements, tout ce qui est épicerie, restaurant, vente à la ferme, un peu de semi-gros, puis il y a des ventes aussi entre autres producteurs. C'était les principaux volets de mise en marché.
Ça, c'était des informations que les producteurs ont déjà, d'une certaine manière, compilées sous différentes formes. Puis ensuite de ça, on rajoute vraiment l'information plus économique, financière d'entreprise. Puis, on utilise une technique là, de répartition en 2 niveaux pour être capable d'aller identifier quel est le coût qu'on va aller retenir pour chacun des légumes. Parce qu'il faut penser, par exemple, que la carotte peut représenter peut-être 5 des superficies de l'entreprise. Donc, comment est-ce qu'on fait pour identifier des coûts quand ces coûts-là sont mélangés là, au niveau des chiffres de l'entreprise? On commence avec ce qu'on appelle une répartition de niveau 1, ça veut dire qu'on va déterminer qu'est-ce que d'un poste budgétaire est attribué au maraîcher à d'autres productions. Par exemple, il y en a qui ont peut-être des bœufs, des poules, d'autres choses. Ça veut dire on va exclure ces frais-là. Le volet mise en marché parce qu'on voulait on voulait le séparer du volet production. Puis des dépenses personnelles aussi qui ont été exclues lorsqu'on était capable de les identifier. Puis ensuite de ça, le volet qui est maraîcher, mais lui, on va le répartir selon différents facteurs de répartition. Donc, si on parle des frais de carburant du tracteur, mais ça peut être sur la superficie en culture. C'est-à-dire chacune de nos cultures visées au niveau de l'entreprise va avoir un certain pourcentage. Puis c'est ainsi qu'on va répartir le montant. Puis il existe plein de facteurs de répartition qu'on peut utiliser selon différents postes qu'on veut classifier. Sinon, il y a des exceptions à ça. Il y a le salaire horaire qui a été déterminé là, avec les heures, évidemment. Donc, c'est plus précis que de répartir selon d'autres facteurs de répartition. Donc, le salaire a été appliqué aux heures. Sinon, il y a des amortissements qu'on a recalculés sur les listes d'actifs. Ça, c'est un autre document qu'on allait chercher. Donc, la liste d'actifs, on voulait déterminer c'est quoi les actifs qui sont utilisés en maraîcher, c'est quoi les actifs qui sont utilisés pour les différentes productions. Ça veut dire qu'on a utilisé la même méthode là, de répartition pour calculer les actifs. Les amortissements, pardon. Puis sinon, à la fin de tout ça, ben, on a présenté aux entreprises le rapport de leurs données. Donc, pour qu'ils puissent valider ces chiffres-là. Donc, tous les chiffres de chacune des entreprises, les entreprises les ont acceptés dans le sens où ils les ont regardés en disant oui, ce sont des chiffres qui représentent la réalité de notre entreprise. Fait que des fois, ça permettait de contextualiser certains résultats qui étaient hors normes. Donc, après ça, on était capable de valider vraiment que les chiffres étaient bons. Fait que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé pour être capable d'aller chercher. On a ici l'ensemble des données que les entreprises ont été capables de valider. C'est comme ça que la validation a été faite. C'est une méthode là, qui permet d'avoir quand même des chiffres assez solides et assez précis là, pour chacune de nos entreprises. Sinon, ben c'est ça résume un petit peu ce que je viens de dire. C'est-à-dire, nous, on a fait un travail de compilation, de répartition des chiffres. Fait que, si quelqu'un veut faire un coût de production chez eux, par exemple, si vous n'avez pas participé à l'étude, c'est un petit peu les étapes. Donc, il faut penser à la préparation des données au niveau de la compilation, de l'ensemble des calculs qui ont été faits. Il faut quand même prendre le temps après ça de valider que l'ensemble des chiffres qu'on a eus, qui ont été collectés pendant des saisons de roche, par exemple, qu'ils soient bonnes. Puis après ça, nous, on a fait quelques petits calculs. Fait que si jamais les entreprises veulent faire des petites hypothèses aussi, elles peuvent le faire. Puis ça permet d'arriver à un résultat là, qui serait similaire à ce qu'on a eu pour cette étude-là. Je pense que ça fait le tout. Oui, ça fait le tour, merci. Puis en fait, je voulais, avant de passer la POC à la prochaine conférencière, je voulais, dans le fond, dire un merci officiel à tous nos collaborateurs pour avoir appuyé BioAction dans ce projet-là. Puis un merci aussi particulier à toutes les entreprises qui ont participé, là, puis qui ont donné du temps, puis des informations sensibles, fort intéressantes aussi pour développer là, cette étude-là. Donc, un grand merci. Merci Ariane, merci Marc-Antoine. Donc, je vais présenter Madame Anne Lematte. Donc, Anne Lematte est agroéconomiste pour les entreprises du secteur biologique et commercialisant en circuit court. Elle offre des services conseils en gestion et collabore aux études économiques des différents projets de recherche appliqués. Anne est impliquée dans la vulgarisation des notions de gestion pour soutenir les producteurs et les intervenants dans l'acquisition de connaissances. Elle est particulièrement active là, dans le secteur maraîcher biologique. Donc, Anne, je t'invite à partager ta présentation. Parfait, bonjour à tous.
Merci Geneviève. Bonne conférence. Merci beaucoup. Alors, je vais donc enchaîner avec l'essentiel des résultats du projet. Alors, ce que je vous propose de parcourir ensemble, c'est, après quelques éléments d'introduction très sommaires, là, je vais quand même vous présenter les constats majeurs de l'étude pour que vous voyez où est-ce qu'on s'enligne. Et par la suite, je vais aller sur les indicateurs économiques à l'échelle des entreprises, pour ensuite plus spécifiquement vous présenter les résultats des coûts de production des 5 légumes qui sont à l'étude à travers ce qui a été réalisé. Et on terminera par des éléments pour, au-delà donc des chiffres qu'on vous livre, comment peut-être commencer à passer à l'action, comment est-ce qu'on peut aller de l'avant et ouvrir la discussion avec vous. Donc, ce qui est important, gardez quand même en tête que par rapport au projet qu'on vous présente, ce sont des données qui sont issues d'un échantillon et c'est pour une seule année de culture. Un des gros avantages de cette étude, c'est que ça date de 2025, donc c'est vraiment récent. Gardez en tête que les données doivent être utilisées avec prudence et que, en particulier, les entreprises maraîchères qui sont diversifiées, il y a beaucoup de diversité, à la fois au niveau des productions végétales et puis il peut aussi y avoir d'autres productions agricoles. Donc, c'est sûr qu'un coût de production est unique à chaque entreprise. Néanmoins, l'idée ici, c'est d'avoir un certain nombre de repères. Autre élément qui est important, Ariane nous en a parlé, mais gardez en tête qu'il s'agit d'entreprises maraîchères en régie biologique avec une diversité au niveau des légumes. Quand on parle de diversité, on parle de 10 légumes et plus certifiés biologiques. Et pour les superficies qui sont en jeu pour l'ensemble de ces entreprises, on parle de 0,2 hectares pour la plus petite jusqu'à 7 hectares dans notre échantillon. Et ceci inclut, quand on parle de l'entreprise, des superficies qui sont pour les légumes de champ, sous abri, pour les tunnels et les serres. En termes de commercialisation, ces entreprises, ce qui les caractérise, c'est de travailler en circuit court avec de la vente directe aux consommateurs ou avec principalement un intermédiaire. Ce sont les principaux modes de mise en marché. Je vous présente les constats majeurs de l'étude. Les marges d'exploitation auxquelles on arrive à travers ces résultats sont positifs en moyenne pour les entreprises. C'est quand même un élément qui peut être notable et encourageant. Mais Ariane vous l'a dit, on a séparé notre échantillon et c'est ce qu'on voit dans la réalité. Il y a des entreprises intensives et des entreprises semi-mécanisées. Les niveaux et les structures des revenus et des coûts sont clairement différents entre ces deux régies de production. Par rapport à la mise en marché, au niveau de la commercialisation, probablement ça fait écho à ce que vous voyez sur le terrain, c'est une réalité. On a moins de paniers en termes de place au niveau de la commercialisation, mais ce qu'il va falloir retenir, c'est que c'est surtout une variété de stratégies qui est mise en œuvre en termes de commercialisation. Marc-Antoine nous a parlé de ce qui a été fait au niveau du temps de travail. Et là où est-ce qu'on arrive, c'est des exigences en temps de travail qui sont 3 fois supérieures en régie intensive par rapport à la régie semi-mécanisée. Au niveau des valeurs d'actifs, pour les actifs maraîchers, au niveau du coût d'acquisition, les entreprises qui sont en semi-mécanisée ont une valeur d'actifs qui est plus de 2 fois plus élevée que celles qui sont en régie intensive. Et voici les principaux constats à l'échelle de l'entreprise. Avant de passer aux principaux constats par légumes, je veux simplement vous mentionner aussi que là, je vous mets des grands éléments. On va passer à travers. L'idée de ce qu'on fait, ce n'est pas nécessairement de dire quelle est la meilleure régie. Ce n'est pas ça, c'est plus d'essayer de comprendre ce qui caractérise chaque modèle de production. Si maintenant, je passe au constat au niveau des légumes.
Donc, on avait 5 légumes à l'étude. Ils ont été choisis parce qu'ils étaient d'intérêt, à la fois pour les producteurs et les professionnels, en se disant, notamment pour certains d'entre eux, il nous semble que c'est payant. Puis pour d'autres, oh, on n'est pas vraiment sûr. Donc, ils ont été ciblés non pas pour représenter l'ensemble de tous les légumes, mais parce que c'était des légumes sur lesquels on voulait de l'information. Voici à quoi on arrive. Donc, la carotte ressort comme un légume payant. Et là, quand je parle de payant, je parle au niveau des marges. Et on voit que selon la régie, vous allez le voir, on a une productivité qui est améliorée. Pour les oignons, ce qui ressort, c'est des enjeux de rendement. Et ceci va se traduire notamment par le fait qu'on a un coût de production qui est supérieur au prix de vente en régie intensive. Pour la tomate, comme pour la carotte, là aussi, on a une marge intéressante. Mais il va falloir y regarder de plus près avec une variété de types de tomates. Quatrième légume, les haricots. Alors, pour les haricots, la structure des revenus et des coûts est vraiment différente entre les deux modèles de production. Mais dans les deux cas, ce qu'on a pour les résultats de 2025 est une performance économique qui reste faible. Je termine avec le brocoli. Et le brocoli, on voit des défis importants, à commencer par les charges variables, donc les charges au niveau de la production, les approvisionnements, l'entretien, le carburant, l'énergie et la rémunération pour la production. Voici pour vous donner la direction vers laquelle on s'en va. Et je vais commencer, comme je vous l'ai dit, par les indicateurs économiques à l'échelle de l'entreprise. Je vais commencer par les revenus. On sait dans tous les cas qu'on est sur des entreprises qui vont chercher beaucoup de production et des niveaux de prix qui sont des prix souvent au détail, donc avec des bons niveaux de prix. Donc, on s'attend à ce que les revenus, ce soit une composante très, très importante de l'équation. Je commence par vous présenter, et vous voyez ici, les revenus par unité de superficie, puisqu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on arrive à tirer par notre unité productive, qui est le mètre carré ou l'hectare. Alors, vous voyez que pour les revenus en 2025 en dollars de l'hectare, et là je vous présente deux lignes, et là encore, la régie semi-mécanisée à droite, la régie intensive à gauche. Vous voyez que pour les ventes de légumes, on se situe à proche de 140 000 $ de l'hectare, et c'est un peu moins du double par rapport à la semi-mécanisée. Et si vous avez la deuxième ligne ici du tableau, vous avez les revenus totaux où on atteint 168 000 $ de l'hectare ici, 84 000. J'ai arrondi les chiffres au millier pour faciliter notre lecture ensemble aujourd'hui. Donc, ce qui est quand même important de noter tout de suite, c'est que les niveaux de revenus sont nettement différents entre les deux régies. C'est toujours du maraîchage diversifié, mais ce n'est pas le même niveau de résultats et de potentiel. La part des autres revenus et la part des subventions. Là, on parle des subventions qui sont des subventions qui s'inscrivent dans les résultats, pas des subventions d'investissement. On voit que la part, là, qui fait la différence entre le niveau vente et revenus totaux, elle n'est pas négligeable dans les revenus totaux. Et ce que vous pouvez aussi noter, c'est que ce sont des niveaux de revenus par hectare, par unité de superficie, qui sont très élevés. Je veux simplement vous donner à titre d'exemple pour vous situer, même si c'est différent, mais quand on parle de maïs grain bio, on parle pour des budgets ou pour des études antérieures de 3 500 à 4 000 $ de l'hectare de revenus bruts. Puis quand on parle uniquement, si je prends le budget 2023 de carottes en terre noire, on est à 40 000 $ de l'hectare. D'accord? C'est pas un système de production, mais juste pour vous situer qu'on parle de niveaux de revenus qui sont très élevés. Si maintenant, je vous situe à l'échelle de l'entreprise. Vous aviez les résultats en dollars par hectare. Maintenant, Ariane nous a rappelé qu'on est sur des entreprises et on est avec une moyenne dans notre échantillon à 0,4 hectares pour les entreprises en régie intensive, à 4,2 pour le semi-mécanisé. Donc, voici ce que ça nous dit. Donc, régie intensive ici à gauche, le total des revenus maraîchers, les revenus totaux par modèle d'entreprise, on est à 53 000 pour les ventes et 63 000 pour les revenus totaux.
En semi-mécanisé, je vous rappelle 4,2 hectares en moyenne sur l'échantillon. On dépasse le 300 000 ici pour les revenus des ventes et on atteint 350 000 pour les revenus totaux. Donc, on s'entend que ce que ça nous montre, on est quand même sur des entreprises agricoles qui sont de relative petite taille par rapport à l'ensemble de l'écosystème agricole. Et qu'est-ce qui fait qu'on voit ces chiffres-là? C'est qu'on le voit que la régie intensive, dans la pratique, dans la réalité des entreprises agricoles, on est le plus souvent sur 1 hectare et moins. Il y a quelques années, lorsqu'on a documenté les modèles de production au CETAB, on avait 2 modèles de production en intensif petite superficie. On avait le 0,4 et le 1 hectare. Donc, on est vraiment sur du 1 hectare et moins pour la régie intensive. Pour le semi-mécanisé, vous voyez qu'on est souvent sur plusieurs hectares. La documentation qu'on avait en 2021, on avait 3 modèles au niveau du semi-mécanisé. On partait de 1 hectare et on montait à 6. Vous voyez, là, on vous parle d'une moyenne de 4 hectares. Donc, voici ce que je voulais vous montrer en termes de chiffres. Et maintenant, pour visualiser ça, puis voir l'impact concret que ça a pour les entreprises. Je vous mets ici le graphique des résultats de ce que ça représente à l'hectare. Le deuxième graphique sera pour l'entreprise. Donc, quand on parle de modèle intensif en bleu, en vert vif ici, vous avez le niveau des revenus qui est vraiment nettement qui est vraiment élevé. C'est ce qu'on avait tout à l'heure, qui dépassait notre 160 000, mais aussi des charges élevées, avec un niveau de marge à l'hectare qui était ici à 30 000. Vous voyez que, par contre, au niveau du modèle semi-mécanisé, on n'a pas le même niveau. Là, on était sensiblement à la moitié. On voit que l'écart est beaucoup moins important là, au niveau des charges. Et voici le niveau de la marge à l'hectare qu'on voit. Ça, c'est ce qu'on voit à l'hectare. Comment ça se répercute à l'échelle des superficies de l'entreprise? On arrive à ce schéma ici. Fait que, vous voyez que le portrait, l'illustration concrète est différente. Ça, c'est l'illustration du 4 hectares. Donc, on est dans des modèles différents. Maintenant, si, avec ce que je vous montre ici, je commence toujours par les revenus parce que l'essence de ces entreprises-là, c'est souvent d'aller chercher un optimum ou un maximum de revenus. Ce que ça nous montre aussi ce qu'on voit là, notamment au niveau du modèle semi-mécanisé, on se voit que la maîtrise des dépenses est très important. Et la maîtrise des dépenses, notamment dans les facteurs des dernières années, c'est d'autant plus important de le regarder. Donc, avec ce que Marc-Antoine et les techniques du CECPA, ce qu'on vous a montré tout à l'heure, c'est on essaye de refléter à travers cette étude la réalité des coûts de production pour les entreprises. Là, je vous présente les résultats de coûts de production général pour l'entreprise. Donc, on n'est pas au niveau des légumes, mais ça nous permet d'avoir une idée de ce qui ressort globalement. Donc, voici, au niveau des charges variables, donc les charges variables avec ce qu'on a ici, on arrive à 50 000 $ de l'hectare en régie intensive, alors qu'on est à 46 000 pour le semi-mécanisé. Ce qui va faire qu'on a des coûts plus élevés au niveau de l'intensif, c'est que les coûts d'approvisionnement sont plus élevés. Et ce qu'on comprend aussi, c'est que nos entreprises qui sont en intensive, avec les coûts qui sont liés à la serre, qui vont être appliqués sur une petite superficie d'entreprise au global, ces coûts variables-là, néanmoins, ils vont beaucoup peser au niveau de l'hectare global. Donc, on a des coûts qui sont plus élevés à ce niveau-là. Et par contre, ce que vous pouvez noter, c'est que pour la régie semi-mécanisée, la rémunération salariée qui est incluse dans ces coûts variables ici, elle est plus élevée par hectare que les entreprises en régie intensive. Gardez ça en tête, on va s'en aller vers les indicateurs de temps de travail tout à l'heure. Donc,
je vais vous illustrer les charges sans les commenter en détail, mais vous allez voir de quelles charges variables on parle dans quelques diapos. Pour les charges fixes, donc les charges fixes, ce sont les charges de possession de l'entreprise, donc tout ce qui est incontournable d'une certaine façon. Donc, on va y retrouver les assurances, on va y retrouver les intérêts à long terme, on va y retrouver les taxes, les locations. Donc, on est à un niveau de 37 000 $ en intensif et 16 000 $ de l'hectare en semi-mécanisé. Donc, on a une légère économie d'échelle pour nos entreprises en semi-mécanisé et au niveau de la régie intensive, les différents postes qui composent ces charges fixes, on y retrouve notamment les intérêts à long terme ici. Il y a des frais divers là qui sont regroupés, puis on a les honoraires professionnels. Donc, c'est sûr qu'impacté à 1,4 hectare, ça vient augmenter le poids des charges qui est à supporter par l'hectare productif. Maintenant, dans les autres éléments, parce que quand je vous parle ici des charges fixes, c'est les charges fixes avant les amortissements. Marc-Antoine vous a réexpliqué comment les amortissements ont été recalculés dans le cadre de l'étude. Donc, ce qui est important, les amortissements, comme producteurs, des fois, on a tendance à les omettre ou à les oublier parce que c'est pas liquide, c'est pas des décaissements, alors que c'est une réalité économique, la dépréciation, l'usure, et ça vient avec les actifs que vous avez. Alors, les amortissements, eux, pèsent 5 fois plus lourd à l'hectare pour les entreprises en régie intensive par rapport à celles en régie semi-mécanisée. Donc, là, il faut toujours faire le lien que par rapport à notre système, mais oui, on va avoir des charges qui vont être réparties sur beaucoup moins d'unités de production. Et le dernier élément au niveau du coût de production général de l'entreprise que je veux vous mentionner, c'est que quand on parle de l'ensemble du coût de production, on inclut aussi les charges de mise en marché. Donc, c'est tout ce qui inclut les frais d'association, la certification, les frais de vente, de transport, les frais qui sont liés aux véhicules de livraison, les emballages. Donc, et ça inclut également les salaires de mise en marché. Donc, ces charges de mise en marché, quand on les ramène à l'unité de superficie, eh bien, là aussi, elles vont peser 2 fois plus lourd au niveau de la régie intensive. Donc, voici ce qui ressort au niveau du coût de production général et puis ce que vous pourrez examiner spécifiquement par rapport à vos entreprises, parce que bien sûr, on vous présente ici la moyenne de notre échantillon. Dans la réalité, vous avez possiblement des superficies qui sont différentes, bien sûr. Alors, vous avez ici les résultats en fonction des différents postes pour les charges variables que vous voyez ici. Donc, on retrouve les approvisionnements, les éléments d'opération et d'énergie et les niveaux de salaire ici. Quand je vous disais que le salaire est plus élevé en régie semi-mécanisée, c'est ici. Et voici pour les charges variables. Vous avez aussi le détail ici des charges fixes avec les différentes charges de possession, les frais administratifs, les honoraires et les intérêts sur l'emprunt long terme ici. Donc, les coûts dont je vous ai parlé que vous retrouverez ici en détail. Donc, on a parlé des revenus. Je viens de vous présenter les coûts de production généraux pour les entreprises. Et maintenant, je vous montre le résultat en termes de marge d'exploitation. Donc, ce qui est toujours important, c'est des fois, on raisonne toujours par rapport aux revenus. C'est important de connaître ses coûts. Et ici, je vous parle de marge d'exploitation parce que ce qui vous est présenté ici, c'est les marges avant la rémunération de l'exploitant. Donc, je vous montre ici le résultat, puis je vous fais un commentaire. C'est que, vous voyez que pour la régie intensive, donc les marges auxquelles on arrive par hectare sont à 33 000 $ de l'hectare. Ramené à l'échelle des superficies qu'on a des entreprises, on est en arrondi à 12 000 $. Au niveau de la régie semi-mécanisée, c'est moins intensif. Le niveau de marge est moins élevé. On est à 7 000 $ de l'hectare. Et pour notre échantillon, à un peu plus de 4 hectares en moyenne de taille d'entreprise, on est à 30 000. Donc,
c'est quand même intéressant de noter qu'on a des marges qui sont positives. Donc, les revenus sont supérieurs à l'ensemble des coûts. Et ce qui est important de se poser comme question par rapport à ce résultat-là et de garder en tête, c'est que les marges qui sont là, à quoi elles doivent servir? Elles doivent servir à rémunérer les exploitants, elles doivent permettre de constituer l'épargne et elles doivent permettre de réaliser les investissements ou de renouveler les investissements. Donc, c'est très important ensuite de se poser la question par rapport au modèle ou par rapport à votre entreprise. Est-ce que la marge est adéquate? Est-ce qu'elle est adéquate avec le coût de vie requis? Est-ce qu'elle est adéquate par rapport à mon système? L'autre information que je vous montre, qui peut être intéressante aussi de regarder, c'est cette marge avec ce chiffre qu'on voit ici, comment elle se situe par rapport au revenu total qu'on avait. Donc, les pourcentages que je vous ai mis ici, c'est donc la marge qui est rapportée au revenu total. Donc, on arrive à un niveau de 20% pour la régie intensive ici et à une marge de 8% en régie semi-mécanisée. Bon, c'est toujours, vous le savez, c'est toujours un peu délicat quand on passe d'une étude à l'autre ou d'un portrait à l'autre de comparer des marges ou des bénéfices parce que des fois les méthodes ou les échelles ne sont pas les mêmes. Je voulais juste vous donner une information par rapport au portrait sectoriel des légumes frais qui a été édité très récemment, là, qui est sorti récemment, qui est édité par le MAPAC. Au niveau des entreprises pour la production de légumes frais au Québec, là, c'est toute échelle confondue, puis c'est pas spécifique au bio. On a une information sur les bénéfices avant amortissement. Donc, les bénéfices avant amortissement rapportés aux revenus de marché pour les entreprises de production de légumes, on est à 12%. Et ce que je vois, c'est que si j'utilise ici, si je regarde la régie semi-mécanisée, là le 8% dont je vous parle ici, c'est une marge qui est après amortissement, puis qui porte sur le revenu total. Donc, ce que je veux juste vous mentionner, c'est que si je veux comparer aux 12% dont je vous parle dans l'étude du portrait sectoriel, ici, si je corrige, que je fais ça avant amortissement et que je le rapporte uniquement au revenu de marché, on est à 13%. Fait que, ce que je trouve quand même intéressant, là, c'est que c'est des niveaux de marge qui sont élevés. Par contre, donc ils sont élevés en pourcentage, mais c'est sûr que ça s'applique à des petites tailles d'entreprise. Donc, c'est vraiment important de réfléchir en termes de ce qui reste à la fin, là, est-ce que c'est adéquat par rapport à notre système? Je vais donc continuer d'aller de l'avant parce que là, on a des informations générales, puis plus spécifiquement, on voulait mieux comprendre des éléments de la mise en marché et des éléments de temps de travail notamment. Je m'en vais maintenant au troisième indicateur général qui touche les ventes et donc la commercialisation. Donc, vous voyez que ce que vous avez ici comme image à l'écran, vous avez, Marc-Antoine vous a parlé de comment est-ce que les ventes ont été catégorisées dans les différentes catégories, donc dans les différents canaux. C'est sûr que dans chaque canal, il peut y avoir là aussi plusieurs marchés à l'intérieur de ça. Il peut y avoir plusieurs épiceries et restaurants, bien sûr, à chaque fois. Mais voici les grandes catégories de canaux. Et ce que vous avez ici à l'écran sont les résultats. Encore une fois, on vous met en parallèle les entreprises en régie intensive à gauche et en semi-mécanisée à droite. Donc, et les résultats que je vous mets ici à l'écran, c'est l'information à l'échelle de l'entreprise. Je ne vous mets pas l'information par hectare, mais l'information que vous avez en plus. Donc, vous avez ici une information de pourcentage. Là, le pourcentage, par exemple, 39% ici, c'est la part des ventes qui se font en marché sur les ventes totales.
De même que ici, vous avez pour les paniers, vous avez le 52 ici, c'est 52%, autrement dit 160 000 $ de ventes sous forme de paniers d'abonnement sur des ventes totales qui approchent le 308 000 au niveau des entreprises en maraîchage, en semi-mécanisé. Donc ici, vous avez la répartition selon les canaux de vente. Maintenant, je vais venir vous l'illustrer à travers deux graphiques. Le premier graphique, c'est pour les entreprises en régie intensive. Je vous montre ça et puis on regarde les commentaires ensemble après. Donc, la question qu'on se pose, c'est où se font les ventes? Vous voyez que donc, vous avez ici les paniers, abonnements et cartes pour les entreprises de notre échantillon à un peu plus du quart des ventes. Et la part dominante du gâteau, ici, c'est 39%, c'est les marchés publics et de solidarité. Ce que vous pouvez noter, c'est donc que cette part-là est vraiment inférieure à ce qu'on observait comme situation il y a 10 ans, il y a 5 ans. Et l'autre chose qu'on observe aussi pour les entreprises au niveau de la régie intensive, donc nos petites entreprises, c'est la part des ventes à la ferme est de 20%. Donc, on a une part importante au niveau des kiosques. Vous observerez aussi qu'il y a une catégorie qu'on voyait beaucoup moins avant dans les études sur la mise en marché, qui est la catégorie ici des autres producteurs à 6%. Les tout ce qui est vente prix grossiste, semi-grossiste, là, ça reste une part qui est minimale, mais elle est toujours présente. Donc, on a quand même une grande diversité ici. Et maintenant, je vais aller vous montrer ce même graphique pour les entreprises qui sont en semi-mécanisé. Donc, nos entreprises qui sont à 4 hectares de moyenne, 4,2. Alors, vous voyez que là, sur notre graphique, ce qu'on voit, c'est que ici, les ventes au niveau des paniers des abonnements, on est à un peu plus de la moitié des ventes en moyenne pour notre échantillon, le 52%. Donc, ça reste la forme de commercialisation qui est majoritaire dans l'ensemble des canaux de vente pour nos entreprises en semi-mécanisé. Dans les autres canaux qui sont significatifs, vous avez les marchés ici à 20% et vous avez les ventes, dans le fond, les ventes indirectes. Donc, dans le fond, ici, on est aux épiceries, restaurants, commerces de proximité, institutions, 15%. Les ventes à la ferme, tout à l'heure, je vous soulignais que dans le cas des entreprises intensives, on était à 20% du total. Ici, on est à 7%. Gardez en tête que ce qu'on regarde ici, je vais vous mettre le graphique, je vais vous remettre le tableau qu'on avait initialement ici, là. Vous voyez que le 20% ici, c'est 10 000 $. Le 7% ici, pour les entreprises en semi-mécanisé, c'est 20 000 $, parce que c'est sûr que là, on est sur des entreprises dont le total des ventes est plus élevé. Donc, on parle de répartition. Donc, je voulais simplement vous faire le parallèle de faites attention. Là, c'est important de voir où sont distribués, puis ensuite, quel est le potentiel de vente selon les échelles. Donc, vous voyez que ici, la part des semi-gros est vraiment réduite. Et autre chose aussi, je vous parlais tantôt des autres producteurs, des ventes entre producteurs, dans le fond, là, elle est à 5%, c'est pas négligeable non plus. Donc, si je me résume par rapport à ce qu'on vient de dire sur les ventes, c'est que les paniers prennent beaucoup moins de place par rapport au total des ventes par rapport à il y a 10 ans. J'ai mis en annexe de la présentation des résultats antérieurs qu'on avait en 2018. Pour les fermes en régie semi-mécanisée, gardez en tête quand même que ce qui ressort, c'est que les abonnements, c'est le canal majeur de commercialisation. Et on a cette diversité de canaux de vente. Donc, on a vraiment encore à la fois une diversité dans les canaux et peut encore y avoir une répartition à l'intérieur de chaque canal. Les ventes entre producteurs prennent davantage de place. Et globalement, moi, ce qui me frappe, c'est que les entreprises, peut-être de façon beaucoup plus nette que par le passé où on avait des modes de commercialisation qui, on va dire, étaient moins différenciés. C'était plus uniforme, c'était plus simple, c'était peut-être
plus similaire, peut-être d'une entreprise à l'autre ou d'une région à l'autre, on voit qu'il y a vraiment eu un travail d'adaptation et de différenciation. Donc, les entreprises adaptent leur choix et de clients et de circuits selon la réalité locale et selon les besoins. Donc, ce que je viens de vous présenter, ça conclut le troisième indicateur qui était celui qui portait sur la mise en marché. Parce que dans ce que Ariane nous a partagé en termes de préoccupation, de constat, on vous le disait, il y a eu des enjeux probablement de changement au niveau du secteur, il y a eu des enjeux de pression sur les consommateurs, d'inflation des prix, donc de concurrence accrue. Donc, la capacité à vendre et l'organisation des ventes, ça nous paraissait important de vous en parler. Maintenant, l'autre facteur qui est très important quand on parle d'entreprises qui sont intensives, puis on a les intensives, mais même en semi-mécanisé, c'est beaucoup de temps de travail, on le sait, c'est un élément clé. On voulait vraiment documenter le temps de travail et Marc-Antoine vous a montré comment est-ce que le travail a été fait de façon très, très diligente pour essayer d'être spécifique sur le temps requis. Donc là encore, merci aux producteurs qui ont contribué à faire cette documentation-là. Ce que je vous montre ici, en quelques graphiques, c'est le portrait des heures travaillées en heures par hectare. Donc, je reviens aux heures par hectare et on vous le documente selon les activités et selon le modèle de régie. Donc, pour la régie intensive, nos petites entreprises, on est en vert vif et pour le semi-mécanisé, on est dans notre couleur plus claire ici. Donc, vous avez l'ensemble des activités. Ici, vous avez le détail des activités qui sont liées à la production et vous avez ici aussi le temps de travail qui est consacré à la mise en marché et qui est consacré aux tâches de gestion globale et d'entretien. Donc, la résultante, puis gardez en tête que ce qu'on vous présente là, ce n'est pas nécessairement clair ou mesuré comme ça, mais c'est la réalité, par contre, et des coûts dans l'entreprise et des besoins que vous avez. C'est l'ensemble des heures qui sont mises en œuvre pour opérer ces modèles de production rapportés à l'hectare d'entreprise et sur l'ensemble de l'année, même s'ils sont évidemment concentrés sur des périodes, mais c'est le total pour l'ensemble de l'année. Donc, ce que nous montre ce graphique pour commencer, c'est que les heures travaillées en heures par hectare sont au total significativement différentes entre un modèle semi-intensif que vous voyez ici et un modèle semi-mécanisé que vous voyez ici et le modèle intensif. Vous voyez qu'on approche les 7000 heures ici par hectare. Et attention, c'est sûr qu'on l'a dit en intensif, on est sur des entreprises qui sont souvent en bas d'1 hectare. Mais c'est ça la réalité de ce que ça représente, les heures. Et ce qui compose ces différentes heures ici, c'est l'ensemble des activités que vous avez. Et ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que pour l'ensemble des activités, à chaque fois, on a plus de temps dans tous les cas. Et ça, c'est vrai pour les activités de production. Et c'est vrai aussi pour les activités au niveau de la gestion et au niveau de la mise en marché. Donc, l'ensemble des heures qui sont mises en œuvre, rapportées à l'hectare de l'entreprise, sont beaucoup plus élevées. Voici l'illustration. Ce que vous voyez ici, c'est les heures totales. Les heures totales, elles sont portées par différents types de travailleurs. Et c'est l'objet de mon deuxième graphique. Donc, au niveau de l'organisation globale du travail, vous avez, au niveau des entreprises dont on parle ici, vous avez de la main-d'œuvre de l'exploitant, vous avez de la main-d'œuvre salariée et vous avez de la main-d'œuvre bénévole. Le graphique précédent que je viens de vous présenter, qui vous donnait de l'information en heures par hectare et qui vous disait on est à près de 7000 heures à l'hectare ici et on est à 2300 heures ici pour tous les travailleurs parce que c'était le temps de travail total, c'est sûr qu'il se répartit entre plusieurs personnes puis entre plusieurs catégories de travailleurs. Donc, ce qui est notable ici,
toujours le même code de couleur. Donc, vous voyez que ce qui est important de noter, c'est que pour les entreprises en régie intensive, le travail est réparti dans les 3 catégories, exploitants, salariés, bénévoles, avec une part importante et la plus importante qui est supportée par l'exploitant. En comparaison, pour les entreprises en régie semi-mécanisée, on note que la part bénévole, elle n'est pas nulle, mais elle est très faible. On va voir le chiffre juste après. La part bénévole est vraiment très, très réduite. Autrement dit, très peu de travail non rémunéré à travers pour ces entreprises-là. Et la part la plus importante du travail est assumée par des salariés, sous forme de travail salarié. Donc, l'exploitant, c'est ce qu'on voit ici. Je veux mentionner quelque chose, mais je vais le mentionner à la diapo suivante. Donc, voici le résultat de ce que vous voyez ici. Maintenant, je vous le mets en chiffres et en résumé dans le tableau qui est ici. Donc, il y a beaucoup de chiffres ici. On va y aller une étape à la fois. Donc, vous avez pour le temps de travail, dans la partie droite ici du tableau, vous avez les informations en heures par hectare et par an. C'est ce qu'on vient de voir dans les différents graphiques. Donc, comme on vient de voir, pour cette première ligne ici, vous avez les informations pour le modèle intensif. Donc, pour le modèle intensif, en régie intensive, on est à notre 0,4 hectare de superficie moyenne sur notre échantillon. Vous voyez que on est à 6882 heures au total, avec une part importante sur l'exploitant et une part sur le bénévole. Pour les modèles en semi-mécanisé, c'est le 2375 que vous aviez illustré, une part petite pour les bénévoles et une part importante pour les salariés. Maintenant, je veux vous mentionner que ce qui est important de garder en tête, vous savez, c'est que dans les modèles mécanisés ici, on a un certain nombre d'entreprises qui ont répondu à l'enquête qui sont des coopératives. Et dans le cas des coopératives, une partie des membres sont salariés. Donc, vous savez, l'analyse du temps de travail puis de la masse salariale, c'est toujours un défi. Marc-Antoine vous a expliqué à la fois au niveau de la méthode puis des efforts qui ont été demandés aux producteurs, ça a été fait le mieux possible, mais gardez en tête que l'interprétation, il faut être prudent parce qu'on a cet élément-là qui vient jouer. Autrement dit, ici, ces heures-là, les membres des coopératives là, peuvent être inclus en partie pour certaines entreprises. Maintenant, l'information qui est importante aussi à garder en tête, c'est si on se place à l'échelle de l'entreprise. Donc, oui, on a des besoins en heures de travail qui sont vraiment distincts, mais on n'est pas à la même échelle, donc à la même taille d'entreprise. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour une entreprise en intensif qui est à 0,38 hectares ici, les heures qui vont être requises pour l'année, c'est 2615 en moyenne. Et pour le modèle semi-mécanisé, pour un 4,2 hectares en moyenne, on va être à 10 000, un peu plus de 10 000. Donc, on vous donne ces chiffres pour plusieurs raisons, évidemment. C'est que si vous êtes une entreprise existante, eh bien, ça peut vous aider à travers peut-être des informations que vous avez, vous, sur des registres que vous avez ou des pays que vous avez ou votre estimation du temps de travail. Est-ce que vous êtes très loin de ces références-là ou pas? Puis si vous êtes en démarrage, ayez conscience des implications que ça a au niveau du temps de travail. Puis je pense que pour tous les intervenants, les professionnels du secteur, c'est aussi d'avoir en tête ces chiffres-là et ça nous traduit aussi la réalité de quand on parle d'enjeux de recrutement pour la main-d'œuvre, de rétention pour la main-d'œuvre, c'est parce qu'il faut faire face à ces besoins-là. La dernière information, puis je vous mets avant de passer au dernier indicateur général pour les entreprises, je vous remets ici les chiffres dont je viens de vous parler. Donc ici sont les chiffres en heures par hectare et vous avez vraiment le détail là,
des heures qui ont été enregistrées. Donc là, les valeurs moyennes pour nos deux régies, donc qui composent les heures totales ici. Et ce que je voulais vous mentionner, c'est quand on regarde ces chiffres-là, c'est sûr que ça nous indique les besoins. C'est sûr qu'il y a une composante, j'allais dire, d'efficacité parce que dans certains cas, des entreprises vont être plus ou moins efficaces. Donc, est-ce que c'est vraiment toutes ces heures-là qui sont requises ou est-ce qu'on peut encore les réduire en étant plus efficaces? Là, il faut y aller de façon individuelle ou plus nuancée. Mais je pense que ce qui est important avec le travail de collecte qui a été fait puis de documentation, c'est que ça nous donne quand même le repère. On veut avoir des repères sur les niveaux de productivité du travail qu'on atteint et les besoins en heure de travail. Ce que je viens de vous dire là, ça conclut l'indicateur, le 4e indicateur que je vous ai présenté sur le temps de travail. Je vais maintenant vous présenter le dernier indicateur général avant d'aller au coût de production par légume. Donc, le dernier indicateur que je vous mentionne, c'est celui qui est lié aux actifs maraîchers. Pourquoi c'est important de parler des actifs? Parce que là, je viens beaucoup de vous parler d'éléments, on a vu les éléments de coût de production, de revenus, on est souvent dans l'état des résultats et c'est quelque chose qui est très suivi en général par les producteurs. Les informations qui sont sur le bilan, c'est ce qui touche les ressources. Des fois, on l'oublie ou des fois, c'est mal connu ou c'est plus difficile à comparer. Donc, ce qu'on a voulu rappeler en regardant cet élément-là, c'est que une entreprise qui performe, c'est une entreprise qui va disposer d'actifs productifs et qui va correctement et au mieux utiliser ces actifs avec des bons processus de travail, avec des bons processus d'opération. Et c'est la combinaison des bonnes ressources, donc des actifs productifs, les ressources humaines, et puis les processus de travail et de vente, c'est ce qui va faire que l'entreprise, au final, va performer. Autrement dit, dans la performance, c'est atteindre ses objectifs et pouvoir avoir une viabilité dans le temps. Donc, j'allais dire, dans globalement la réalité, l'économie d'une entreprise, les actifs, c'est très important. C'est ce qui permet ensuite de fonctionner, on pourrait dire. Donc, ce que vous avez ici à l'écran en graphique, c'est la valeur des actifs. Donc là, il s'agit vraiment des actifs maraîchers. Les actifs hors maraîchage sont exclus, ont été ségrégés par le CECPA. Vous avez les valeurs d'actifs par entreprise. Donc là, je suis par entreprise. Et on est au niveau du coût d'acquisition. Vous avez ici à gauche les résultats pour le modèle intensif et à droite, le modèle semi-mécanisé. Et les colonnes ou les barres que vous avez, c'est en fonction des types d'actifs. Donc là, on voit les résultats, notamment ici en jaune, vous avez la partie bâtiment, incluant les serres ici. Et vous avez le matériel roulant en bleu. Et vous avez les machineries et équipements en vert foncé. Le fond de terre, vous l'avez ici, c'est toujours un peu difficile à interpréter en fonction de si c'est des dates d'acquisition qui sont plus vieilles, la valeur des fonds de terre était probablement pas à des niveaux de coûts à l'hectare tels qu'on a aujourd'hui. Toujours un peu difficile, mais c'est le résultat auquel on arrive. Donc, deux choses à vous dire par rapport à ça, c'est mais je pense que la première des choses, c'est d'avoir un ordre de grandeur. Vous voyez qu'au niveau du coût d'acquisition pour les actifs maraîchers pour la régie intensive, ici, au total, on est à 220 000 $ en arrondi, alors qu'on est à 480 000 en semi-mécanisé. Donc, ce que je veux vous montrer maintenant, de façon un petit peu plus détaillée, c'est que la valeur pour la catégorie bâtiment et SAR, elle est près de 2 fois plus élevée en régie semi-mécanisée par rapport au modèle intensif. Si maintenant, vous avez vu tout à l'heure les valeurs d'acquisition à la fois pour matériel roulant et pour machinerie équipement. Donc,
Pour la régie intensive, on a des valeurs pour chaque catégorie qui est inférieure à 50 000, mais ça approche quand même ces valeurs-là. Donc, ce qu'on voulait ici, c'est voir que quand on se dit que c'est des modèles qui demandent peu d'actifs, ben, oui, ça demande peu d'actifs, mais ça demande quand même des actifs. Et au global, si j'exclus les terres pour les raisons que je vous ai mentionnées tout à l'heure, c'est quand on regarde les valeurs d'acquisition, donc on parle d'un ordre de grandeur, en excluant les terres, de 200 000 en régie intensive et du double pour la régie semi-mécanisée. Donc, je veux simplement, avant de passer au coût de production par légumes, quand on vous parle d'actifs maraîchers pour les gens qui sont moins familiers, excusez-moi, c'est petit ici, mais je vous ai simplement reporté ici la page qui est issue du budget d'opération et d'investissement qui avait été documenté donc en 2021, où vous avez la liste pour chaque catégorie des types d'investissements qui sont utilisés pour ce type de modèle de production. Donc là, vous l'avez ici. Et vous aviez à l'époque, dans ce qui avait été fait dans cette étude, vous aviez des prix minimum et maximum observés, documentés pour les entreprises. Alors, vous pouvez avoir une idée de quoi on parle pour le type d'actif en question. Donc, je vais enchaîner maintenant avec la deuxième partie de notre analyse qui était de vous fournir de l'information sur les coûts de production par légumes. Donc, ce qui est important, là, je vais commencer par la carotte et Marc-Antoine nous a présenté, on pourra revenir peut-être en détail, mais je pense que ce qui est important, on vous a présenté comment est-ce que les coûts ont été à la fois identifiés pour chaque légume, puis ensuite comment est-ce qu'on est venu répartir des coûts par légume pour essayer d'évaluer le coût de production au kilo. Moi, je pense que ce qui me paraît important, puis là, c'est la conseillère en gestion qui parle, puis j'entends aussi les questions que les producteurs nous posent. On se pose la question, est-ce que ça vaut le coup? Fondamentalement, c'est arriver à se dire, est-ce que je produis à perte? Est-ce que mon coût de production, il est inférieur ou il est supérieur à mon prix de vente? Donc, on va voir comment est-ce qu'à travers toute l'information qui a été collectée par cette étude, on peut répondre à ces questions. Puis pourquoi c'est important d'avoir l'information par entreprise? Deux choses à vous dire par rapport à ça, c'est que c'est toujours important d'aller du général au particulier. Donc, même pour vous, dans votre entreprise, souvent, il faut s'assurer du portrait global. Puis, ce qui est important, c'est qu'en ayant l'information générale et traitée, consolidée, telle qu'on l'a fait avec les méthodes en question, là, on vient répartir des coûts. Donc, on vient s'assurer de répartir tous les coûts. Donc, des fois, on peut perdre un peu de précision, mais on va s'assurer d'être juste puis de ne pas en oublier. C'est ça qui est important quand on travaille avec les principes de répartition que Marc-Antoine nous a expliqués, qui sont mis en application par le Centre d'études des coûts de production. Donc, je m'en vais aux résultats par légumes. Donc, on a 5 légumes à voir. Je vais essayer de cibler pour chaque légume les faits saillants, d'accord? Pour respecter notre temps et vous donner du temps de questions après 10h30. Donc, gardez en tête que ce que je vais vous présenter, je vais garder la même structure de présentation et de diapositive pour chaque légume. Donc, pour les carottes. Donc, ce qui nous a frappé, c'est que pour ce qui est des rendements au niveau des carottes, on arrive en moyenne pour nos entreprises à 2 kg par mètre carré en régie intensive, alors qu'on était à 3,5 kg pour les entreprises en régie semi-mécanisée. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a des rendements qui sont relativement dans la cible et conformes à ce à quoi on pourrait s'attendre si vous le transposez en tonnes à l'hectare, qui sont souvent ce qu'on va retrouver dans des références comme le Wiki maraîcher ou culture biologique des légumes.
ou les guides de gestion globale. Donc, l'écart qu'on peut avoir ici, il peut y avoir un facteur explicatif par rapport à des ventes de mini carottes, mais on est globalement dans la cible. Maintenant, au niveau des prix de vente, on arrive en moyenne sur notre étude à 6,7 $ du kilo pour nos entreprises en régie intensive, alors que pour les entreprises en semi-mécanisé, on approchait le 3 $ du kilo. On a vraiment une différence de prix ici, probablement en lien avec des différences au niveau de la commercialisation. Donc, dans la composante des revenus, sans les commenter en détail, mais c'est sûr qu'on vient affecter aux revenus par kilo de tomates, on vient affecter les autres revenus et les subventions sur le légume en question. Et ça nous amène, et je vais y revenir tantôt, à un revenu total en dollars par kilo qui est à 8,5 pour nos entreprises en intensive. Donc, on avait une bonne composante par rapport au prix. Et on avait, pour les semi-mécanisés, on est à 3,48. Maintenant, ce que je vous montre. Donc, ici, je vous montre pour l'ensemble des coûts pour la carotte. Donc, ce qui est notable. Donc là, il y a beaucoup de chiffres. Je vais aller vous montrer ce chiffre-là. C'est qu'au niveau du temps de travail, donc là, ce que vous voyez comme information, c'est les heures pour la carotte, qui sont les heures pour 100 kg de carottes. Donc, on est à 15,4 ici en régie intensive, on est à 4,4 pour la semi-mécanisée. Donc, ce qui est important, je vous ai dit tout à l'heure, on n'avait pas les mêmes rendements du tout entre les deux régies. Là, on avait un meilleur rendement ici. Donc, le temps de travail par mètre carré, parce que les informations, on les a par mètre carré, est doublé dans l'intensif. Et avec cet écart de rendement, l'écart, il augmente encore. Donc là, on a vraiment cet écart qui est important. Maintenant, globalement, vous voyez qu'au niveau des charges variables, là, on a vraiment des résultats qui sont différents entre les deux régies. Ça, c'est lié ici avec les coûts d'intrants, les coûts d'achat de revente et les salaires sur la production. Au niveau des charges fixes, je ne vais pas systématiquement le commenter, il y a beaucoup de chiffres à chaque fois, mais c'est sûr qu'on l'a compris, là, nos charges fixes sur nos entreprises qui sont en régie intensive, à 0,4 hectares, on a des charges qui vont peser beaucoup plus lourd au final. Donc, notamment ici, on voit que les intérêts à long terme, les coûts de quincaillerie et outillage pèsent lourd ici. Je veux mentionner ici que pour les coûts de mise en marché, la façon dont je l'ai appliqué ici, pour venir ajouter une estimation au coût de production qui était fourni par le CECPA, c'est que j'ai été prendre les coûts de mise en marché pour chaque modèle. On les avait par hectare. Puis je veux vous le mentionner qu'on est à près de 22 000 $ de l'hectare pour la régie intensive. Puis on est à près de 10 000 $ de l'hectare en régie semi-mécanisée. Donc, c'est sûr que la façon d'estimer les charges de mise en marché pour arriver à un coût complet, je vais prendre le coût moyen à l'hectare et puis en fonction du rendement, donc les kilos à l'hectare, eh bien, on va avoir une estimation de la charge de mise en marché estimée. Donc, c'est la charge moyenne pour l'entreprise rapportée au kilo de carottes. Donc, ce qui est important de noter ici, c'est que on va le retrouver pour chaque légume, c'est que dans le fond, on a des charges de mise en marché qui sont plus élevées en intensif à l'hectare, puis le facteur rendement va jouer beaucoup. Donc, comme ici, on a aussi un facteur de rendement qui est favorable en régie semi-mécanisée, on se retrouve avec un coût ici pour la mise en marché, vous voyez, qui est à 0,28. Il est vraiment nettement différent de ce qu'on a ici au niveau de la régie intensive. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas nécessairement de dire quel est le meilleur ou quel est le moins bon, mais c'est quels sont les niveaux qu'on atteint. Et d'ailleurs, ça me permet d'arriver à la synthèse de ce que je viens de vous montrer là. Donc, ce que vous voyez ici, pour essayer de répondre à la question, est-ce que ça vaut le coup de faire de la carotte? Donc, le coût complet de production
Donc, vous avez les charges variables, vous avez les charges fixes, vous avez les amortissements qui sont affectés, vous avez les charges de mise en marché. Je veux simplement indiquer que j'ai indiqué coût complet parce que ça prend tous ces coûts-là, mais on a toujours exclu. Hein. Vous l'avez vu, on n'a pas la rémunération de l'exploitant, mais on approche ici du coût complet. Donc, on est à 4,5 $ du kilo ici, et avec les niveaux qu'on avait sur les ventes, vous voyez que ce qui est important de regarder, je vous explique comment lire mon tableau, c'est qu'en haut, vous avez le coût complet, et en bas, vous avez le total des revenus qui sont liés à la carotte. Ce qu'on veut toujours voir, c'est est-ce que je m'assure, idéalement déjà de couvrir avec le revenu des ventes, de couvrir le coût complet, et on regarde aussi si le total des revenus qui est encore supérieur, est-ce qu'on vient couvrir le coût complet ici. Donc, ici, vous avez la régie intensive. Donc, vous voyez qu'on a des chiffres qui sont intéressants puisque le coût est inférieur au revenu des ventes. Et on a aussi une situation où est-ce qu'on a des revenus de vente ici qui sont supérieurs au coût complet. C'est encore bonifié par le total des revenus. Donc, le résumé par rapport à la carotte, quand j'ai commencé en introduisant, en vous disant que la carotte, c'est un légume qui nous paraît intéressant selon cette étude. Oui, c'est intéressant et on le voit à travers, pour les résultats de l'étude en 2025, des niveaux de rendement et des niveaux de prix qui sont atteints. Donc, on voit que ça, c'est intéressant et ça permet de dégager des marges. Et ce qui est intéressant, et je vous ramène à ce que je vous ai mentionné tantôt, c'est qu'au niveau du modèle semi-mécanisé, on voit qu'on a des gains de productivité qui sont intéressants. On le voyait à travers le temps de travail et on le voit qu'à travers même un niveau de revenu de vente avec des prix de vente qui étaient inférieurs, on arrive à avoir une maîtrise des coûts de production qui permet de dégager des marges. Donc, voici ce à quoi on arrive par rapport à la carotte. Maintenant, c'est sûr que je vous dirais que ça, c'est probablement parmi ceux qui nous écoutent, qui est des producteurs, c'est peut-être que ça vient confirmer ce à quoi vous vous attendiez. Donc, on a une deuxième légume qui aussi, pour lequel on s'attendait à ce que les résultats soient intéressants. Mais avant d'aller à ce deuxième légume qui nous intéressait, on va s'en aller voir l'oignon. Parce que sur l'oignon, probablement que c'est quelque chose qui questionnait davantage. Donc, pour les résultats au niveau de l'oignon. Donc, ce que je vous présente ici, ce qui est frappant à travers donc la collecte des informations qu'on a, vous voyez que pour la carotte, on était à des rendements qui étaient distincts vraiment au niveau des deux modèles de régie. Donc, ici, c'est l'économiste qui parle. C'est sûr que probablement qu'il y aura des éléments à discuter au niveau de la pratique agronomique, des éléments d'organisation au niveau des planches, au niveau des champs et de la régie. Ce qui est frappant dans le cas de l'oignon, c'est que l'étude, avec nos résultats, on arrive à des rendements qui sont similaires, ramenés donc à l'unité de superficie. Vous voyez qu'on soit en régie intensive ou semi-mécanisée, on est à 1,8 en intensif et 1,9 en semi-mécanisé. Donc, on est à des rendements qui sont relativement proches. Il n'y a pas un écart comme tantôt. Et l'autre élément peut-être qui est frappant, c'est que les rendements moyens qu'on a obtenus par rapport à on va dire, des rendements cibles ou à quoi on pourrait s'attendre, les rendements sont plus faibles que ce à quoi on pourrait s'attendre. Vous voyez que là, hein, les chiffres qu'on voit, ça représente, on est en bas de 20 tonnes hectares. Puis, je vous dirais que quand on parle d'oignons en semi-mécanisé, on pourrait garder en tête le chiffre de 30 tonnes hectares, donc qui représenterait l'équivalent d'un 3 kg ici par mètre carré. Donc,
Ça, c'est un premier élément qui est important. Il y a peut-être des éléments par rapport à la saison 2025. Les éléments de discussion qu'on a eus dans le comité du projet, c'est que normalement, la saison a été relativement sèche en 2025 globalement. Donc, normalement, ça aurait été en faveur d'un rendement qui est bon. Mais est-ce que des retards de plantation ont pu avoir lieu en lien avec des conditions pluvieuses qu'il y avait eu au printemps? Est-ce que c'est ça qui est venu affecter? Toujours est-il qu'on fait ce constat-là. Maintenant, au niveau des prix de vente, là encore, je me réfère à ce que je vous ai montré tantôt. Pour les carottes, on voyait que dans le cas de nos entreprises, des deux modèles, on arrivait à des choses différentes. Dans le cas des oignons, on arrive à des prix moyens en régie intensif et en régie semi-mécanisée, bon, qui sont pas égaux, mais l'écart est pas si important que ça. Donc, on est à 5,4 $ du kilo en intensif et 4,9 $ du kilo en semi-mécanisé. Donc, c'est sûr qu'il y a différents éléments qui peuvent justifier des différences de prix. Il peut y avoir des éléments de format, de variété. Donc, c'est sûr que dans ce qui est inclus dans l'étude ici, il y a des oignons rouges, des oignons blancs, des oignons espagnols. Bon, toujours est-il qu'on fait ce constat-là. Maintenant, ceci étant dit, donc encore une fois, l'affectation des autres revenus et des subventions applicables, ça nous donne des niveaux de revenus totaux que vous retrouvez ici, avec un niveau qui est plus élevé pour l'intensif. Maintenant, je m'en vais à vous présenter les résultats pour l'ensemble des différents coûts. Alors, à quoi est-ce qu'on arrive? Donc, je vous ai remis ici les charges variables, les charges fixes avant amortissement, le temps de travail et les charges de mise en marché. Donc, tout ce que je vous présente ici à chaque fois, là, je le rappelle, c'est des résultats par kilo. Donc là, le choix, c'est de vous présenter les informations en fonction de l'unité de vente pour faciliter la réflexion sur est-ce que je vais venir atteindre, est-ce que je vais venir maîtriser mes coûts de production et est-ce que j'ai un revenu de vente qui est suffisant. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que je vous ai parlé tantôt de l'enjeu de rendement qu'on a vu. Donc, le temps de travail par mètre carré, je ne l'ai pas affiché ici, mais le temps de travail par mètre carré, il est triplé en régie bio-intensive. Et ça a été, si on regarde les informations de temps de travail depuis l'implantation jusqu'au post-récolte, on a beaucoup plus de temps de travail par mètre carré. Donc, c'est ça qui va se refléter en valeur ici de temps de travail au 100 kg. Donc, vous voyez l'écart ici du besoin en heures de travail. Donc, ça, c'est sûr que ça va être important. Ensuite, ce que je vous dirais, c'est globalement au niveau des charges variables, l'écart qu'on constate avec des coûts plus élevés en intensif, c'est réparti sur un peu les différents éléments de charges de production. Et c'est la même chose pour les charges fixes. Fait que là, on se retrouve avec des coûts élevés ici, la main-d'œuvre ici qui est importante, et les charges de mise en marché, le calcul, donc je vous l'ai expliqué tantôt. On va venir avec des rendements qui sont somme toute assez similaires, mais avec une charge de mise en marché plus importante pour nos entreprises en régie intensive. On se retrouve avec un coût moyen de mise en marché, la rapportée au kilo d'oignon, c'est doublé pour les entreprises en régie intensive. Donc, le résultat de ce que je vous présente ici, donc le coût de production, on arrive à 6,7 ici pour la régie intensive, avec un revenu des ventes là, qui est à 5,44. Autrement dit, là, on a un coût complet qui est supérieur au revenu des ventes. Ça, on n'aime pas ça. Mais ce qui est important, bon, on voit que si on considère le revenu total, on a un revenu qui est supérieur au coût complet. C'est vrai également pour la semi-mécanisée. Et le semi-mécanisé
avec les composantes qu'on a vues là, on arrive à avoir un revenu des ventes qui est supérieur au coût complet. Je vous dirais que ce qui est important avec ce qu'on voit ici, c'est que ça nous invite vraiment à approfondir le volet production, le volet agronomique là pour les oignons et les possibilités de vente parce que on le voit là, il y a quand même un enjeu par rapport au prix de vente. Donc, j'ai aussi noté ici que pour le modèle semi-mécanisé, on l'a vu à travers le temps de travail, là, on a des gains de productivité qui sont importants et on voit que les niveaux de coûts sont distincts. Voici ce qui résume donc l'information pour l'oignon. Pour les analyses pour les tomates de champ. Donc, ce que je veux vous mentionner, pour les tomates de champ, donc vous allez voir, on n'a pas d'informations pour les entreprises en semi-mécanisé. Le rendement moyen qu'on a eu pour ces entreprises, on est à 4,6. Variabilité importante. Et même si cette valeur-là nous semble cohérente avec les références qu'on a, c'est sûr qu'on peut avoir une certaine diversité parce que notre échantillon incluait différentes variétés, différentes conduites de culture. Donc, ça, c'est un élément important, mais on est retenir le chiffre peut-être de 4,6. Pour les prix de vente, 7 $ du kilo, bonne variabilité aussi dans l'étude. Des fortes fluctuations, effectivement, c'est ce qu'on observe en regardant globalement l'évolution des prix. Et ce que je veux vous mentionner, c'est qu'en regardant l'impact des autres subventions, on va dépasser le 8 $ du kilo. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à la tomate? C'est que les charges variables que vous avez ici, je vais passer un peu rapidement, mais on est similaire à l'oignon et les tomates, ça prend quand même du temps. Donc là, il y a la part du salaire qui va jouer notamment ici. Pour ce qui est du temps de travail, vous avez ici un chiffre à la fois pour les heures au 100 kg, on est à 13,7 et le temps de travail est à 0,6 heures par mètre carré. Donc, c'est quand même important de voir que c'est proche du temps de la carotte par kilo de légumes. Et à noter que le temps est vraiment inférieur, évidemment, avec ce qu'on a pour les tomates de serre. Pour les tomates de serre, on parle de 2 heures par mètre carré et plus. Avec le niveau de rendement qu'on a, là, je vous ai parlé du 4,6 kg par mètre carré, ben ça permet de venir répartir. Là, on vient répartir les charges de mise en marché sur plus de kilos. Donc, ça baisse le coût de mise en marché rapporté au kilo. Donc, au final, qu'est-ce que ça nous dit pour les tomates? C'est qu'on arrive à un revenu de vente qui est clairement supérieur au coût de production et on a ici un total des revenus qui est pas 2 fois là, c'est pas 2 fois le coût de production, mais on voit qu'on arrive à effectivement, là peut-être une confirmation, en tout cas dans le cadre de cette étude en 2025, que la tomate, c'est un légume qui vaut le coup. Et par contre, ce que ça nous indique à travers ces variabilités, là, c'est que c'est vraiment important de surveiller les niveaux réels de rendement que vous avez et les prix réels que vous obtenez sur votre marché, puisque c'est la marge nette au final qu'il faut optimiser. Je termine avec les 2 légumes qui, eux, nous posaient davantage questions. Donc, par rapport aux analyses pour les haricots verts, très important de prendre note que les rendements qu'on a obtenus sont à la fois similaires entre les 2 régies et sont bas. Vous voyez qu'on est à 0,4 et 0,3 kg par mètre carré avec une grande amplitude qui peut possiblement s'expliquer avec des variétés qui sont différentes. Ce qui est attractif pour le haricot, c'est qu'on va chercher des prix de vente qui sont relativement élevés et ils sont assez similaires entre les deux pour nos 2 modèles de production, avec quand même une bonne variabilité au niveau des prix qui ont été relevés et appliqués. Donc, ce que je veux vous mentionner, c'est que si je m'en vais maintenant aux principaux ratios, ici aux principaux indicateurs, vous voyez que le temps de travail est quasiment triplé en régie intensive ici, 43 heures au 100 kg. Et ce que je veux vous noter aussi, c'est que avec le niveau de rendement qu'on a obtenu avec cette étude, on a vraiment des impacts importants qui sont à la fois au niveau des charges, de toutes les charges, variables, fixes et la mise en marché.
Donc, la résultante de ce qu'on voit ici, c'est que pour le haricot, on arrive à un coût complet qui dépasse le 16 pour la régie intensive et qui approche le 14 en régie semi-mécanisée, en dollars par kilo. Donc, dans les deux cas, on est supérieur au revenu des ventes. Donc, oui, on a des prix de vente élevés et on améliore le portrait en allant affecter les subventions, les autres revenus, mais c'est quand même important de noter cet élément-là. Les revenus de vente sont inférieurs au coût de production. Et ça, c'est pour les deux. Je termine avec le brocoli. Je vais demander à Geneviève de me laisser 2-3 minutes pour faire la partie passer à l'action. Donc, les analyses pour le brocoli. Donc, pour le brocoli, les rendements moyens qu'on a observés, donc que ce soit en intensif ou en semi-mécanisé, on a là encore des rendements qui sont assez similaires d'une régie à l'autre. Et ça, peut-être que ça nous a surpris au niveau du comité d'études. Et donc, on est à 0,7 kg par mètre carré et 0,6 kg pour le semi-mécanisé. Et ça, ce que ça nous dit, c'est que les rendements sont assez bas et sont en dessous des références auxquelles on aurait pu s'attendre. Maintenant, au niveau des prix de vente, donc là, ce que je veux vous mentionner, c'est que les valeurs étaient très différentes. Bon, dans l'étude. Donc, on avait pour la régie intensive, on arrivait à 3,70 $ par kilo pour le brocoli, alors qu'on était à 11,30 en semi-mécanisé. Bon, une des réflexions qu'on s'est faites, c'est dans la façon d'estimer les kilos. Marc-Antoine nous a réexpliqué la méthodologie pour essayer de le documenter de la façon la plus objective possible. Néanmoins, les mesures, les poids, les tailles de tête, etc., ça peut induire une difficulté au niveau de bien estimer les kilos. Et c'est sûr qu'on peut avoir on voit une variabilité au niveau des prix. Donc, si je fais une revue sommaire ici au niveau des prix, on voit qu'on va de un peu plus de 6 jusqu'à 13 $ du kilo. Je veux terminer avec la dernière diapositive sur le brocoli en vous disant qu'on a parlé de rendement faible et ce que ça vient faire, ces rendements-là, avec les implications pour les opérations sur le brocoli, c'est qu'on a des niveaux de charge par kilo qui sont supérieurs à 4 à 5, que ce soit dans l'une ou l'autre des régies. Puis, dans le cas du brocoli, on a des charges fixes qui sont supérieures en semi-mécanisé. C'est vraiment c'est ce qui est spécial pour ce légume-là. Et avec les niveaux de rendement qu'on a, on a là aussi les niveaux de charge de mise en marché qui sont quand même pas négligeables. Autre fait impressionnant pour le temps de travail, c'est qu'ils sont très, très proches dans le cas des deux régies, ce qui est peut-être aussi surprenant. D'accord? Par contre, c'est ce résultat-là où c'est assez similaire en heures par 100 kg. Dans la réalité, si vous regardez les détails par activité, ça arrive à des moments différents du calendrier. Donc, au final, c'est sûr qu'on arrive à des coûts de production qui sont supérieurs à 11 $ du kilo. C'est vrai pour les deux régies et ça commence par les coûts variables. Et c'est sûr qu'on peut arriver à bonifier la situation avec les autres revenus. Au niveau de la régie intensive, je vous avoue que c'est vraiment surprenant ce résultat-là. Mais donc, ça invite vraiment à la prudence, notamment par rapport au fait que rien qu'au niveau des charges variables, on a des coûts élevés. Effectivement, c'est en lien avec les niveaux de rendement qu'on a obtenus. Ce qui me permet de passer à la troisième partie de la présentation, puisque la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les informations qu'on vient de vous présenter. Donc, c'est sûr que ce type d'information, pour les gens qui ont participé à l'étude, et on les remercie, mais ça vous permet de vous situer, ça vous permet de vous comparer pour essayer d'estimer un potentiel. Je pense que ce qui est important de retenir, que vous ayez ou non participé à l'étude, c'est que ce qu'on voit, c'est que c'est extrêmement important de bien connaître l'information sur votre entreprise en général, mais en particulier sur les revenus, parce qu'on a commencé à parler du niveau de revenus à l'unité de superficie.
Et donc, pour tous ces modèles de production, l'information sur les revenus, elle est vraiment importante. Et ça, elle va se décomposer en fonction des superficies que j'ai, en fonction des prix, en fonction des rendements, parce que c'est ça qui va faire le haut de l'équation. Donc, extrêmement important pour vous donner un pouvoir d'action, c'est au moins de s'assurer d'avoir cette information et de pouvoir la suivre, voir son évolution dans votre entreprise et par rapport à des références. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on l'a vu à plusieurs reprises. Il s'agit de modèles où il y a une diversité, il y a une complexité qui est d'une certaine façon intrinsèque. Le problème de ça, c'est que quand on a de la diversité puis de la complexité, les gains d'efficacité, c'est difficile. On le voit, il y a des enjeux divers qu'on a soulevés, il y a beaucoup de temps de travail, il y a des éléments de rendement sur la réalité du terrain, on le sait, on va en échapper. Donc, la piste par rapport à une amélioration de la santé financière, c'est souvent de questionner la possibilité d'aller simplifier votre système ou d'aller systématiser un certain nombre d'actions, que ce soit au niveau de l'organisation du travail, que ce soit au niveau de la régie de production, que ce soit au niveau des ventes. Est-ce que vous le connaissez en général, est-ce que la loi de Pareto qui permet de regrouper des éléments, qui permet de cibler des éléments, est-ce que c'est quelque chose qui peut être davantage appliqué sur votre entreprise pour vous permettre d'aller chercher le maximum du potentiel de ces systèmes-là? Autrement dit, et ça vient préciser, mais c'est ce qu'on voit sur les entreprises qui vont cibler les meilleurs vendeurs, qui vont éliminer certains modes de commercialisation ou certains points de chute. Donc, il faut miser sur ce qui fonctionne. Et pour ce qui est incontournable et ce qui pénalise l'entreprise une fois qu'on l'a ciblé, mais pour ça, il faut que vous puissiez le cibler parce qu'on ne peut pas agir sur tout. Donc, il faut cibler ce qui pénalise l'entreprise et arriver à lever le goulot d'étranglement, arriver à améliorer ce point-là. Dans certains cas d'entreprise, on le voit que c'est une partie de l'entreprise. Ça peut être une section dans l'entreprise, ça peut être un volet sur l'énergie ou sur un volet de mise en marché. Donc, qu'est-ce qui pénalise l'entreprise? Est-ce que je suis capable d'adresser une action là-dessus? Et quand on vous a parlé des actifs, on vous a parlé des actifs productifs, c'est essentiel quand vous les avez, est-ce que je les utilise à plein? Avant peut-être d'en chercher d'autres ou est-ce que mes actifs, qui sont des actifs productifs, est-ce que je les utilise à plein? Est-ce que je les rentabilise? Maintenant, dans les autres pistes qui sont importantes à explorer, là encore, dans le cadre de cette présentation, c'est difficile d'être plus spécifique, mais ce qu'on voit, vous l'avez vu à travers l'évolution des modes de commercialisation. C'est extrêmement important de garder l'écoute de votre client. Le client, c'est des personnes, mais c'est globalement l'écoute du marché. Comment évoluent les tendances dans votre région, autour de vous, pour les gens à qui vous vendez? Qu'est-ce qu'ils veulent pas? Donc, est-ce que je suis capable de rester sensible aux facteurs de satisfaction ou d'insatisfaction, que ce soit le produit, que ce soit le service, que ce soit le volume? Donc, est-ce que je suis toujours connecté à la demande pour pouvoir m'y adapter? C'est ce qu'on essaye de faire à travers cette étude-là, il faut se donner des repères. Donc, c'est sûr que là, vous avez des repères extrêmement globaux. On tend vers des repères par légumes. Peut-être que vous allez avoir des repères de temps de travail sur une opération, en regardant ce qu'on vous a fourni sur un temps de récolte. Peut-être que vous pouvez avoir un flash par rapport à ce qu'on vient de vous présenter là. Donc, est-ce que je suis capable d'avoir un repère simple, d'avoir des objectifs simples qui vont me guider pour cette année? Puis ça peut vous aider vous, puis ça va aider votre équipe. Puis, ce qui est important, puis ça en général, comme producteur, vous le faites très bien de communiquer simplement dans l'entreprise. Et par contre, ce qui peut être intéressant, si vous êtes un professionnel ou si vous êtes producteur puis que vous communiquez avec vos intervenants, c'est d'exiger la même chose
de la part de vos professionnels. Parfois, en gestion, on peut être confus. Parfois, en tant que professionnel, on peut comme se noyer dans des détails. Donc, c'est très important d'être axé sur l'aspect entrepreneurial, l'aspect décision, l'aspect économique dans le sens de la viabilité économique d'un légume, d'un modèle. Donc, on doit travailler dans ce sens-là. Et le dernier élément sur lequel je veux insister, c'est, vous l'avez vu, on a parlé des subventions, on voit les autres revenus, les entreprises évoluent, il y a des opportunités pour aller chercher des aides à l'investissement, il y a toutes sortes d'opportunités qui se présentent. C'est extrêmement important et le lien est à faire avec l'efficacité du travail. Comment est-ce que vous arrivez à garder du temps et à rester à l'affût des opportunités qui vont s'appliquer à votre entreprise pour tomber dans un cercle positif, comme on voit pour les entreprises qui ont du succès et qui, comme on le voit ici, ont pu dégager des marges positives. Donc, je voudrais, parce que mon temps est expiré, je veux simplement vous mentionner que si on y vient, il y a un certain nombre de questions à se poser plus spécifiquement par rapport aux axes que je vous ai donnés. Donc, on peut se poser des questions sur comment approfondir la question des revenus, des rendements. Donc, il y a un certain nombre de choses que vous pourrez pour simplement donc préciser, arriver à des réponses plutôt qu'à des questions générales. Ça s'applique sur les revenus, sur les ventes, sur le temps de travail, sur l'analyse de vos coûts de production. Donc, regardez vos chiffres, faites-vous accompagner. Vous pouvez donc analyser ces différents éléments et vous pouvez travailler sur des facteurs d'amélioration continue. Donc, c'est sûr que le fait de compter vos choses, d'observer, c'est fondamental pour que vous puissiez agir. Je passe un petit peu rapidement là-dessus, mais c'est surtout l'idée que vous ayez, à partir du moment où vous prenez une action, que vous prenez une décision, ensuite que vous donniez la discipline d'avoir un suivi et pour mesurer un écart par rapport à votre plan. Peut-être que ça va être moins bon, peut-être que ça va être meilleur, mais vous avez un point de repère. Donc là, vous avez des points de repère dans l'étude, il faut les avoir pour votre entreprise. Donc ça conclurait ce que je voudrais vous citer, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Puis avant d'ouvrir la discussion, je tiens encore une fois à remercier chaleureusement les producteurs et les conseillers qui ont participé à l'étude, ainsi que toute l'équipe du projet, Geneviève, Marc-Antoine, Myriam, Ariane et Valérie pour le Club BioAction, et remercier le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour le financement dans le cadre du programme de développement territorial et sectoriel 2023-2026. Merci de votre attention. Merci à tous pour votre présence en grand nombre. On est toujours très heureux là, de voir que les webinaires qu'on vous offre suscitent de l'intérêt, surtout un 21 avril. Je remercie vraiment chaleureusement là, nos conférenciers, Ariane Otis-Lapérière, Anne Lematte, Marc-Antoine Larrivé, ainsi que le comité organisateur, Julien Vienne, Catherine Allard, là, pour la tenue de ce webinaire. Je vous rappelle que l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui sera disponible sur la chaîne YouTube du MAPAC dans les prochaines semaines. Et puis, bonne fin d'avant-midi, un excellent début de saison à tous les producteurs présents. Donc, au plaisir et à très bientôt.